Le lâcher de poison sur l'île de Lehua au large de Niihau pour tuer les rats. De bas nuages dérivaient au-dessus d'une paisible île hawaïenne, tandis que des hélicoptères décrivaient de lents cercles au-dessus des falaises, transportant une solution censée sauver le peu qu'il restait. Pourtant, une fois le poison déversé, l'île a révélé une vérité dérangeante. L'État affirme que les rongeurs tuent les oiseaux et plantes indigènes et ils ont largué des pesticides sur l'île pour exterminer les rats. Sauver un écosystème à l'agonie peut déclencher des conséquences que personne n'est prêt à maîtriser. Et le chemin vers cette révélation a commencé bien avant que le premier hélicoptère ne s'élève dans le ciel, à une époque où la plus grande menace pour l'île est arrivée en silence, dissimulée dans la coque de navires de passage. Le paradis sous les pales. Les hélicoptères rasaient l'île, leurs ombres glissant sur des falaises restées intactes depuis des siècles. En contrebas, des oiseaux marins décrivaient des spirales nerveuses, pressentant une perturbation qu'ils ne pouvaient nommer. L'île avait survécu aux tempêtes et aux mers changeantes, mais elle n'était pas prête pour ce que les humains s'apprêtaient à corriger. Bien avant l'arrivée des rotors, une autre invasion avait déjà transformé les lieux. Des rats, transportés à leur insu par des navires de passage, s'étaient glissés dans l'écosystème et y avaient découvert un monde dépourvu de défense. Isolés du monde, les oiseaux indigènes avaient évolué sans jamais connaître la peur des mammifères, des crocs ou des griffes. Des générations ont grandi sans apprendre à identifier le danger, et leurs nids, posés à même le sol, restaient à découvert comme des invitations. Les rats exploitèrent immédiatement cette innocence. Ils apprirent l'emplacement des terriers, mémorisèrent les sentiers menant au nid et se nourrirent des œufs dès que les parents s'éloignaient pour chercher leur nourriture. Des colonies entières commencèrent à s'étioler, mais ce déclin était si discret que les premiers visiteurs ne remarquèrent presque aucun changement. Ce qui ressemblait à un paradis florissant n'était en réalité qu'un écosystème en train de se vider de son sang. Plus tard, des scientifiques racontèrent ce sentiment de malaise en parcourant des falaises bordées de nids silencieux, là où les cris des oisillons auraient dû résonner dans le vent. Lorsque les équipes de conservation comprirent enfin l'ampleur des dégâts, le rythme de l'île avait déjà basculé. Chaque génération manquante rapprochait un peu plus les oiseaux marins de l'effondrement total et chaque lever de soleil apportait les pertes d'une nouvelle nuit. L'injustice était flagrante, un monde fragile en proie à un prédateur contre lequel l'évolution ne l'avait pas préparé. Un ennemi sans peur. Les rats se sont adaptés plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Sans prédateurs pour les menacer, ils se sont propagés sur l'île comme une ombre qui s'étend, exploitant chaque faille dans les défenses des oiseaux. Les espèces nichant au sol étaient les cibles les plus faciles. Leurs œufs étaient exposés, leurs poussins presque immobiles et leurs instincts forgés par des millénaires sans mammifères. Ce que l'évolution n'a jamais exigé, l'évolution ne le leur a jamais donné. Les équipes de terrain ont documenté des scènes presque surréalistes. Des sites de nidification entiers vidés en une nuit, des empreintes dans le sol là où les rats avaient emporté les œufs et des parents revenant vers des cavités qui ne contenaient plus aucune vie. Certains oiseaux ont tenté de nicher à nouveau, mais chaque tentative s'est soldée de la même manière. D'autres ont fini par renoncer, leur rythme biologique brisé par une menace qu'ils ne pouvaient comprendre. Pour ces espèces vivant déjà sur le fil, ces pertes ont été catastrophiques. Les pétrels d'Hawaï peinaient à remplacer les populations disparues. Les couples d'albatros de Laysan, qui consacrent des années à un seul petit, ont subi échec après échec. Même les drépanies indigènes, pourtant robustes, ont commencé à décliner de façon alarmante. Chaque disparition ne représentait pas seulement la fin d'un individu, mais l'effondrement d'une lignée unique au monde. C'est le poids émotionnel de la crise qui a le plus marqué les conservationnistes. Ils ne voyaient pas de simples chiffres défiler sur des tableurs, ils voyaient des espèces irremplaçables glisser vers l'extinction à cause d'une invasion introduite par l'homme. Plus les inventaires étaient approfondis, plus le constat devenait clair. Sans intervention, les oiseaux de l'île ne survivront pas à la prochaine génération. C'est ainsi que l'horloge a commencé à tourner, poussant les scientifiques vers des décisions qui semblaient urgentes, risquées et de plus en plus inévitables. Un compte à rebours vers l'oubli.
Les données arrivant de l'île s'assombrissaient au fil des saisons. Les modèles démographiques révélaient des chutes brutales, prédisant la disparition de plusieurs espèces d'ici quelques décennies, voire quelques années seulement. Ce qui ressemblait autrefois à un défi de conservation s'apparentait désormais à une course contre la montre biologique. Chaque oisillon manquant représentait une rupture dans une chaîne vieille de plusieurs millénaires et les pertes s'accéléraient. Certaines espèces suscitaient une inquiétude particulière. Les pétrels de Hawaï, déjà rares, regagnaient des terriers infiltrés nuit après nuit. Les couples d'albatros de Laysan, fidèles et dotés d'une grande longévité, se tenaient au-dessus d'œufs brisés qu'ils avaient passé des mois à protéger. Les drépanies, porteurs de certains des champs les plus anciens de l'archipel, apparaissaient dans de moins en moins de territoires chaque année. Ces oiseaux n'étaient pas de simples animaux sauvages, ils étaient des archives vivantes de l'histoire de l'évolution, entièrement façonnées par ces îles qu'ils risquaient désormais de perdre. Les équipes de protection de la nature lançaient des avertissements qui frôlaient le désespoir. Ils ne décrivaient pas des futurs hypothétiques, ils décrivaient un effondrement actif. Si les rats maintenaient leur emprise, les écosystèmes de l'île se désagrégeraient de fond en comble. Le silence gagnerait les falaises de nidification, les réseaux trophiques basculeraient et l'importance culturelle de ces espèces s'éteindrait aussi vite que leurs effectifs. L'ampleur des enjeux a poussé les autorités vers une conclusion difficile. L'inaction n'était plus une option. Chaque retard signifiait une nouvelle saison de reproduction perdue, une autre génération effacée. Pour préserver ce qu'il restait, il faudrait éliminer totalement les rats, non plus par un contrôle progressif, mais grâce à une stratégie d'envergure et globale. La survie de l'île reposait désormais sur un plan assez audacieux pour réinitialiser un écosystème qui basculait déjà vers l'irréparable. Un remède plus tranchant que le mal. Le plan de sauvetage s'articulait autour d'une substance réputée pour sa précision et sa dangerosité. Le Brodifacoum, un puissant rodenticide utilisé dans les projets d'éradication insulaire à travers le monde, promettait une élimination rapide de la population de rats s'il était employé correctement. Même en faible quantité, il pouvait démanteler une infestation ayant résisté à chaque méthode plus lente et plus prudente. L'objectif était simple en théorie, saturer l'île d'appât en granulés assez longtemps pour que chaque rat consomme une dose létale, garantissant qu'aucun survivant ne reste pour relancer le cycle. Les hélicoptères devinrent l'outil principal de cette stratégie. Volant selon un quadrillage précis au-dessus des falaises, des forêts et des ravins inaccessibles, ils larguèrent des vagues de granulés conçus pour atteindre chaque recoin du paysage. L'opération allait durer des semaines, avec des passages répétés pour garantir une couverture totale. Sur les cartes et les documents de planification, l'approche paraissait disciplinée et maîtrisée. Dans l'exécution, elle comportait des risques que chaque personne impliquée comprenait, tout en espérant qu'il resterait des contenus. La tension morale était inévitable. Larguer du poison sur un sanctuaire sauvage allait à l'encontre de chaque instinct des défenseurs de la nature. Pourtant, l'alternative revenait à accepter l'extinction comme future de l'île. Les responsables soutenaient qu'un préjudice temporaire était une étape regrettable mais nécessaire vers la restauration d'un écosystème en plein effondrement. Les modèles soutenaient leur logique. Avec la disparition des rats, le succès de nidification des oiseaux marins pourrait s'envoler, les communautés végétales pourraient se rétablir et l'équilibre naturel de l'île pourrait enfin se stabiliser. Pendant un bref instant, le plan semblait prêt à tenir exactement ce que les scientifiques avaient promis. Les hélicoptères ont décollé, les granulés sont tombés et l'île est entrée dans une phase de silence qui ressemblait à de l'attente. Personne ne réalisait encore à quel point le remède allait frapper brutalement bien au-delà de sa cible, quand la victoire devient toxique. Au début, les résultats ont été exactement ceux prévus. L'activité des rats a chuté brutalement et des carcasses sont apparues le long des sentiers et des falaises. Les caméras à détection de mouvement ont enregistré des terriers vides, là où les rongeurs s'activaient sans relâche quelques semaines plus tôt. Les équipes de conservation se sont autorisées un prudent sentiment de soulagement, pensant que l'île avait enfin l'espace nécessaire pour respirer à nouveau. Mais la célébration n'a pas duré. Les premiers avertissements sont venus du rivage, où des crabes ont été retrouvés immobiles dans le ressac. Peu après, des poissons se sont échoués en petits groupes, leur mort restant inexpliquée.
Sur le terrain, les biologistes ont remarqué que les oiseaux marins se comportaient de manière erratique, tournant sans but ou ne parvenant pas à s'envoler. Rien de tout cela ne correspondait aux attentes, et pourtant le phénomène devenait de plus en plus difficile à ignorer. Puis, le changement manifeste est arrivé. Les oiseaux ont commencé à être retrouvés morts. Ni de faim, ni de prédation, mais par empoisonnement. La réaction en chaîne s'est révélée pièce par pièce. Les rats ont consommé les appâts. Les charognards ont consommé les rats mourants. Les oiseaux prédateurs se sont nourris de carcasses contaminées. La pluie a transporté les toxines résiduelles vers l'aval, dans les ruisseaux et finalement jusqu'aux récifs. Des espèces, qui n'avaient jamais fait partie du plan, subissaient désormais le même sort que les envahisseurs dont elles dépendaient pour se nourrir. À mesure que les corps s'accumulaient, la réaction du public s'est enflammée. Les gros titres présentaient l'opération comme une catastrophe environnementale en cours. Les groupes de défense des animaux ont protesté et des organisations écologistes ont intenté des poursuites, se demandant si les responsables n'avaient pas sous-estimé les risques. Les agences ont défendu le programme, soulignant que des éradications similaires avaient réussi partout dans le monde, mais les preuves sur le terrain rendaient tout apaisement difficile. L'opération destinée à sauver les oiseaux de l'île avait dégénéré en quelque chose de bien plus complexe. La victoire sur les rats était réelle, mais elle ouvrait la porte à des conséquences que personne n'était pleinement préparé à gérer. Des leçons gravées dans la ruine. Dans les mois qui suivirent, l'histoire de l'île devint plus complexe. Les populations de rats restèrent faibles et dans plusieurs régions, le succès de nidification des oiseaux marins s'améliora. Des terriers de pétrels, vides depuis des années, montraient de nouveaux signes de vie. Des couples d'albatros menaient à bien des cycles de reproduction qui semblaient autrefois condamnés. C'étaient là les victoires promises par le projet. Pourtant, ces succès côtoyaient des pertes qui ne pouvaient être ignorées. Certaines espèces non ciblées ne s'en remirent jamais tout à fait. Des rapaces qui se nourrissaient de rats contaminés disparurent de territoires qu'ils occupaient depuis des générations. Chez certains oiseaux charognards, la chute des effectifs persista bien après la dissipation du poison. Même l'environnement marin portait les cicatrices du ruissellement, avec des perturbations localisées au sein des communautés récifales qui mirent des années à se stabiliser. Les défenseurs de la nature se retrouvaient à mesurer un succès teinté de deuil, cherchant à savoir si le sacrifice avait été justifié. Cette opération a également remodelé l'avenir de la biologie de l'éradication. Ce qui s'est déroulé sur l'île a forcé les scientifiques à se confronter à la fragilité et à l'imprévisibilité réelle des écosystèmes isolés. Chaque intervention, même appuyée par la recherche et les précédents, a entraîné des conséquences dont les répercussions ont dépassé l'intention initiale. De nouveaux cadres ont émergé. Des zones de traitement plus restreintes, des formulations d'appâts affinées, des contrôles de ruissellement plus stricts et un meilleur suivi des empoisonnements secondaires. Le domaine a évolué, non pas par le triomphe, mais à travers les dures leçons gravées dans un paysage meurtri. À l'échelle mondiale, des opérations similaires dans des lieux comme la Nouvelle-Zélande et les Galapagos se sont poursuivies, portées par le même raisonnement. Corriger les dommages écologiques que l'homme avait déclenchés des siècles plus tôt. Mais l'expérience de l'île a agi comme un écho d'avertissement. La restauration était possible, mais n'était jamais une opération nette. Chaque acte de réparation remodelait le monde même qu'il cherchait à protéger. Hawaï a appris que sauver la nature peut aussi la meurtrir, et chaque intervention remodèle l'avenir qu'elle espère protéger. Si des récits comme celui-ci vous tiennent à cœur, restez avec nous. Abonnez-vous, partagez cette leçon et suivez notre voyage alors que nous découvrons de nouvelles batailles invisibles qui façonnent le monde naturel.